Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cap sur le plan de rénovation du bassin minier, contexte et enjeux pour les entreprises et collectivités du territoire. On en parle avec mes invités. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer un petit peu toute cette dynamique. Elle est évidemment pas nouvelle, mais elle trouve avec la TRI une dynamique importante. J'ai l'honneur d'accueillir alors Alain Neveu. Bonjour Alain Neveu, vous êtes délégué interministériel pour le renouveau du bassin minier et du Pas-de-Calais. Est-ce que j'ai tout dit, Alain Neveu? C'est le titre exact. C'est le titre exact. Votre témoignage dans quelques instants. À vos côtés, Sylvie. Bonjour Sylvie, Sylvie Deprater. Vous êtes chef de projet TRI pour la communauté d'agglomération Lanciévien. Bienvenue. Là aussi, j'ai tout dit? Bon, très bien. Rapprochez-vous du micro. Et à vos côtés, Victor Ferreira, qui est directeur du CD2E. Bonjour Victor. Tout va bien? Tout va bien. Allez, votre témoignage dans quelques instants. Première question, elle est toute simple. Qu'est-ce que l'engagement de l'État pour le renouveau du bassin minier? Alors évidemment, je me retourne vers vous, Alain Neveu. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de ce projet de rénovation du bassin minier? Oui, l'origine du projet pour le renouveau du bassin minier, elle tient dans la situation du territoire qui connaît des difficultés récurrentes depuis le déclin de l'exploitation minière, et plus particulièrement le document qui a été signé au mois de mars dernier trouve son origine dans une démarche des bailleurs sociaux qui étaient en difficulté pour mener à bien la rénovation énergétique de l'ensemble du patrimoine hérité des charbonnages de France, l'ensemble des logements miniers. Face à leur demande d'aide adressée à l'État, celui-ci a diligenté un rapport confié à Jean-Louis Subilo et au Conseil général de l'environnement et du développement durable. Je vais peut-être, on va voir s'il y a peut-être un petit problème de micro. Je vais vous donner effectivement l'autre micro, Alain Neveu. Alors, c'est mieux? Ah oui, ça va beaucoup mieux tout de suite, hein, on voit la différence. Hein. Alors, continuons avec ce micro-ci. Donc oui, l'État a confié un rapport à Jean-Louis Subilo et au Conseil général de l'environnement et du développement durable qui ont replacé ce sujet de la rénovation énergétique des logements miniers dans une approche plus large, qui est celle du renouveau urbain de l'ensemble de ce territoire. Et le travail qui a été mené par les services de l'État suite à la remise de ce rapport a conduit au document qui a été signé au mois de mars de l'année dernière et qui correspond à un grand programme d'action publique de long terme, puisque ce programme doit être mené sur une durée de 10 ans et qui convoque l'ensemble des politiques publiques qui concourent à améliorer la situation et les conditions de vie des habitants du bassin minier et aussi à ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour ce territoire. Concrètement, comment l'État s'engage sur un territoire où il y a déjà de nombreuses agglomérations réparties sur 2 départements et une région compétente sur plusieurs domaines? C'est facile? C'est facile. Si c'était facile, ça se saurait, ça aurait été fait depuis longtemps. Et cette région qui a une réputation vraiment de jouet collectif, est-ce que ça se traduit quand même sur cette dynamique? Oui, l'important, c'est que c'est effectivement un partenariat conclu entre l'État, la région, les 2 départements et les communautés d'agglomération et de communes du bassin minier. Pourquoi est-ce qu'on rassemble l'ensemble des collectivités publiques? C'est parce que le spectre très large d'actions publiques à mener convoque les compétences de l'ensemble de ces collectivités. Donc si on ne joue pas collectif, on ne peut pas avoir l'ensemble des compétences juridiques, compétences techniques et moyens et ressources financières nécessaires pour mener à bien l'ensemble des actions qui sont souhaitées pour ce territoire. Merci pour ces témoignages. Alors concrètement, quelles sont les prochaines étapes pour vous dans la mise en œuvre un peu opérationnelle de ce plan, de ce plan d'action, de plan de rénovation? Alors on travaille avec même les collectivités aussi. Voilà, on travaille avec les collectivités, donc l'ensemble, le comité de pilotage a été installé au début du mois de février, au début de ce mois. Le dispositif de travail se met en place, la délégation est en cours de constitution. Le premier sujet sur lequel nous travaillons et
le comité de pilotage nous a donné l'objectif de fournir des propositions dès le mois de juin prochain, c'est effectivement la rénovation des cités minières. Excusez-moi, je suis très demandé. Hop, voilà. Donc ce qui est prévu, c'est qu'effectivement, la rénovation des cités minières en ordre de grandeur, hein, il s'agit de, sur les 10 prochaines années, de rénover 23 000 logements, auxquels s'ajouteront par ailleurs d'autres, un certain nombre d'opérations menées dans le cadre de la politique de renouvellement urbain avec le soutien financier de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et d'autres politiques aussi d'amélioration du logement privé en lien avec les opérations pour renforcer les centralités du bassin minier. Ces 23 000 logements sociaux des cités minières qui vont faire l'objet d'une réhabilitation avec un soutien financier spécifique de l'État et des collectivités territoriales. Il faut que nous définissions maintenant quelles cités vont être réhabilitées dans les prochaines années. C'est ce que nous devons faire collectivement entre bailleurs, communautés d'agglomération et services de l'État d'ici le mois de juin. Dresser cette liste et mener les études qui permettent de démarrer les travaux le plus vite possible. Alors on parle à la fois beaucoup de rénovation de logements, il y a vraiment des enjeux très très importants. Pouvez-vous un petit peu nous préciser ce qu'il en est? Et puis il y a aussi de fortes attentes des habitants et puis aussi des grands bailleurs sociaux. Donc concrètement, comment vous allez un petit peu relever le défi pour, alors je crois qu'on parle de doubler le rythme des rénovations actuelles, tout en aménageant, en amenant peut-être des gages sur la qualité de l'environnement? Alors, tout à fait. Il s'agit d'un effort très important pour les bailleurs concernés, les deux bailleurs concernés, puisqu'il s'agit de faire plus que doubler le rythme tendanciel. Le rythme tendanciel, tel qu'il peut être projeté à partir de ce que font les bailleurs sur ces dernières années, c'est 11 000 logements sur les 10 prochaines années. Et donc on en rajoute 12 000 par rapport à ce rythme tendanciel. C'est donc un effort considérable, c'est bien plus que doublé. C'est une accélération et voilà. Jean-François Caron a évoqué tout à l'heure. Et donc ce qui nécessite, évidemment, quand il s'agit d'une accélération aussi importante, des moyens humains, financiers, des ressources pour le faire. L'élément le plus fondamental, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'aider des bailleurs dans une démarche technique, purement technique, s'agissant d'améliorer la performance énergétique des logements. Il s'agit, les cités minières, ce sont des morceaux de ville. Et donc il faut, si on veut que ces cités minières se placent dans une perspective de renouveau, il faut travailler non seulement sur la performance énergétique du logement, mais aussi sur sa qualité, et donc la distribution intérieure, la qualité des équipements à l'intérieur du logement, donc une rénovation complète des bâtiments, mais aussi prendre en compte la dimension urbaine de ces cités, travailler sur la qualité des espaces publics et des équipements publics, sur la diversification sociale et fonctionnelle de ces cités, mais aussi avoir une dimension évidemment d'approche sociale pour que les habitants bénéficient d'une augmentation de leur pouvoir d'achat grâce à la diminution des charges locatives, mais aussi d'opportunités d'accès à l'emploi grâce aux travaux de rénovation. Une dimension patrimoniale, puisqu'il s'agit évidemment de préserver la valeur universelle qui a été reconnue par l'UNESCO de ces cités minières, et évidemment aussi une approche industrielle qui se place bien dans la perspective de la troisième révolution industrielle portée par les acteurs du territoire et notamment la région des Hauts-de-France, puisqu'il s'agit de profiter de ces rénovations massives pour développer des filières industrielles, à la fois faire monter en compétences les entreprises du bâtiment dans la maîtrise des techniques qui assurent que les performances sont bien au rendez-vous et de maîtriser l'usage de l'ensemble des matériaux et des techniques de pose qui vont bien, mais aussi d'avoir le développement d'une filière économique d'éco-matériaux de construction dans des logiques de cycle court sur le territoire. Donc c'est bien une ambition large qui est celle de ce programme de rénovation, ambition qu'on retrouve sur
cet axe de la rénovation des cités minières, mais que l'on retrouve aussi sur l'ensemble des autres types d'actions qui seront menées dans le cadre de ce programme. Eh bien, écoutez, merci. Alors, une dernière question rapidement parce qu'on a un timing un petit peu serré. Allez, on se projette 3 prochaines années. Alors, quels sont les objectifs pour, donc, alors rappelons-le, puisqu'il y a un acronyme, l'ERBN, donc cet engagement, eh bien, effectivement, de l'État pour le bassin minier. Sur les 3 prochaines années, il faut engager très clairement le tiers du programme de rénovation. C'est simple. Là, au moins, c'est simple, c'est clair, c'est du concret. On n'est pas dans les grands discours. Non, il faut engager sur les cités minières. Il faut en même temps engager sur les centres-villes. Et d'autres études sont en cours, financées avec l'aide de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, pour que le logement privé, lui aussi, l'habitat privé, pas seulement l'habitat social, bénéficie de cette même dynamique de rénovation. C'est très clair. Un grand merci. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci pour ce témoignage très concret et pour votre présence ici même à l'occasion d'un événement hautement symbolique. Alors je me tourne évidemment vers vous, Sylvie. Bonjour. On se vous voit sur les plateaux télé, c'est tout de suite plus solennel. Sylvie, vous êtes la responsable de la mise en place de la 3e révolution industrielle, ici même, sur l'agglo de Lancier-Vin. Alors effectivement, aujourd'hui, My Green City, c'est un lieu peut-être un peu symbolique, idéal pour en parler. Concrètement, comment vous appropriez cette question de la TRI pour les intimes sur le territoire? Alors là, effectivement, c'est un lieu privilégié ici et ça fait partie d'ailleurs de la stratégie de la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération s'est dotée d'un projet de territoire un peu de reconquête au profit de l'activité et de la qualité de vie de ses habitants depuis 2 ans maintenant et s'appuie énormément sur la 3e révolution industrielle pour ça. Et donc ça se traduit opérationnellement dans toutes les politiques de la communauté d'agglomération, ces politiques principales autour des déchets, la collecte, autour d'une logique d'économie circulaire, autour de la production et du traitement de l'eau, autour des politiques alimentaires ou d'agriculture périurbaine, dont d'ailleurs un des modules est largement occupé par... On entend le coq, je ne sais pas si on le retrouvera à la réalisation, mais en tout cas sur le plateau on l'entend bien. Et bien évidemment sur le développement économique et donc sur le levier de l'habitat. Donc comme disait Monsieur Neveu, sur les projets de renouvellement urbain, on s'est déjà penché sur la manière d'intégrer la 3e révolution industrielle au mieux pour le confort des habitants, pour aussi l'activité des entreprises autour de la rénovation à travers ce levier-là. Et clairement, la massification que représente le programme de l'ERBM, pour nous, c'est une opportunité très très importante pour, comme disaient tout à l'heure les intervenants à la table ronde d'ouverture, changer complètement d'échelle. C'est-à-dire, effectivement, vu la masse de logements qui sont en jeu, en combinant ça avec ce qui est déjà en cours sur le renouvellement urbain, en croisant avec l'habitat privé aussi, puisque ici, par chance, on a de l'habitat social qui est de l'individuel et donc qui est identique finalement à de l'habitat privé, ce qui fait que les savoir-faire développés par les entreprises sont les mêmes, sont les mêmes, répercutables. Elles peuvent vraiment créer un pôle d'excellence en plus, exportable. Et donc, on est en train de travailler avec les outils qui sont présents et très actifs sur le territoire à créer des boucles un petit peu favorables pour créer les conditions à la fois de suivre un petit peu ce pari en nombre et d'assurer aussi le pari de la qualité derrière au profit de l'emploi local, de l'activité locale. C'est-à-dire que ça donne aussi une visibilité pour les entreprises locales de la rénovation. De s'approprier ces nouveaux matériaux, ces nouvelles expertises, en sachant derrière qu'il y a des marchés. Et c'est pareil pour il y a beaucoup de jeunes, j'ai remarqué déjà dans les allées, qui viennent un petit peu dans leur choix d'orientation. Ça donne aussi une lisibilité sur des emplois et de l'activité derrière. Bien sûr. Dites-moi comment concrètement un grand territoire comme la CAL, donc la communauté d'agglo Lancier-Vin, pour ceux qui suivent nos émissions, se saisit de cette dynamique régionale pour vraiment servir le développement. Concrètement, on a cité déjà des exemples, est-ce qu'on peut encore en citer d'autres? Eh ben, la manifestation d'aujourd'hui en est un exemple, ça c'est sûr, mais aussi, effectivement, c'est comment on soutient de l'activité autour de ça, comment on anime le tissu des entreprises pour leur permettre de s'approprier ces techniques-là, former leurs salariés, anticiper sur les marchés qui vont tomber, orienter aussi des formations autour de ce sujet-là, doter aussi le territoire d'une stratégie du numérique qui permet, parce qu'on sait que les outils
numériques sont aussi un facteur d'accélération de la troisième révolution industrielle, puisque ça crée une meilleure adéquation entre l'offre et la demande d'énergie, et donc ça facilite. La manifestation a failli s'appeler Green and Smart. Il y a eu un balancier entre les deux problématiques. Exactement, il y a un lien très très étroit entre les deux pour accélérer davantage, en particulier tout ce qui est production locale d'énergie renouvelable, autoconsommation, etc. Donc c'est tous ces éléments-là techniques qu'on met en place pour favoriser l'appropriation de la troisième révolution industrielle sur le territoire. Dernière question, on a vu le RBM dépasse la question de la rénovation des logements et certains sujets d'innovation qui ont évoqué, que vous portez, qui peuvent nourrir de nombreuses politiques, et même servir la mission de Monsieur Neveu. Mais comment la CAL peut contribuer à ce titre au renouveau du bassin minier? Mais la CAL a une compétence action économique, une compétence habitat, et donc tout conjugué, sans compter les questions de mobilité avec le syndicat mixte des transports à l'échelle des 3 agglomérations, puisque les questions de mobilité, comme disait Monsieur Neveu, au-delà de l'habitat stricto sensu, c'est aussi le fonctionnement des villes, et la mobilité, c'est aussi un vecteur de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc toutes ces questions conjuguées, si on les traite à des échelles pareilles, c'est aussi l'opportunité, au lieu de rester sur des petits changements à la marge, d'être dans des changements quand même de comportement et d'outillage du territoire beaucoup plus significatifs. Voilà. Eh ben, un grand merci. Vos réactions, Alain Neveu, dans quelques minutes. Je me tourne maintenant. On peut vous applaudir, Sylvie de Prater. Merci. Alors, Victor Ferreira, alors vous êtes le patron du CD2E, grand co-organisateur également de cette journée. Victor, alors effectivement, vous travaillez sur l'économie circulaire, vous travaillez sur les énergies renouvelables, le bâtiment, vous avez un centre d'excellence à quelques kilomètres ici. On a échangé vraiment de manière détaillée sur le RBM et la TRI. Moi, j'ai l'impression que le CD2E travaille de manière opérationnelle le lien entre ces politiques. Donc la question est simple. Quel sujet le CD2E porte vraiment aujourd'hui en matière de TRI? Alors, en matière de TRI, donc tu l'as dit, on travaille sur les questions économie circulaire, bâtiment durable et énergie renouvelable. Quand on parle d'économie circulaire, c'est à la fois les questions de gestion des déchets, de traitement des déchets, c'est la question aussi d'éviter les déchets, donc toute la partie éco-conception, et puis la durée de vie des produits. Donc voilà les 3 axes sur lesquels on travaille. Ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, donc cette question de bâtiment durable, tu le disais d'un point de vue opérationnel, comment on travaille. Je pense que cette initiative de ERBM est une chance incroyable pour la région. C'est une chance incroyable parce qu'on peut démontrer que le territoire peut devenir un territoire d'excellence sur ces questions. Et toute la question qui est posée finalement, c'est que quand on parle de rénovation thermique des logements, de quoi on parle? De quoi on parle? Parce que ça veut dire tout, ça veut dire des choses extrêmement différentes. Je prends un exemple très concret. Vous avez un logement de 80 ou 100 mètres carrés. Vous payez 3 000 € de chauffage par an. Après la rénovation, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez passer de 3 000 à 2 000 €? Ouais, soyons concrets, parce de que là, 3 000 c'est clair, à 1 500 € ou de 3 000 à 500 ou 600 €? C'est ça la question fondamentale. On va faire un sondage alors. C'est ça la question. On est dans un territoire où il y a beaucoup de passoires thermiques, où les habitants payent plus de 10% de leurs revenus au niveau sur la question du chauffage. Donc cette question de où on met la barre, elle est fondamentale. Clairement. Nous, au niveau du CD2E, on travaille depuis des années pour démontrer qu'on peut atteindre, sans surcoût énorme, quelques pourcentages seulement, on peut atteindre un niveau, ce qu'on appelle BBC, Réno. Alors pour parler français... il y a eu beaucoup d'acronymes. Pour parler français, c'est-à-dire 500 € pour une maison. Donc, combien? On passe de 2000 à 3000, voire 4000, ça dépend des maisons. Quand elles sont des énormes passoires, on peut diviser par 4 au minimum. Ah oui, mais ça c'est important. Donc, ça veut dire que c'est finançable finalement. Alors, toute la question est là. C'est comment faire pour qu'on atteigne ce niveau de performance. Comme je dis, ça ne coûte pas plus cher. Par contre, ce qu'il faut, c'est que les personnes qui interviennent aient les bons gestes pour pouvoir rénover de façon de qualité. Et les bons gestes, ça veut dire de la formation, mais pas uniquement. Parce que quand nous, on travaille quand on organise les formations des professionnels, qu'est-ce qu'ils nous disent?
Ils nous disent, c'est bien beau, maintenant on sait comment faire de la qualité, sauf que les particuliers ou les bailleurs ou les collectivités qui nous demandent de faire des travaux, ils ne nous demandent pas Au ça. moins cher, c'est le critère prix. Ils souvent. vont au moins cher. Eh oui. Et donc les 2 ou 3% supplémentaires, à un moment donné, ça peut avoir ça peut faire la différence. Et ils perdent des marchés, notamment à cause de ça. Donc il y a un enjeu aujourd'hui à ce qu'on s'engage. Et là, ce serait un élément incroyable. Ce serait la première fois en France et en Europe qu'il y aurait autant de logements avec un niveau BBC. Donc, C'est ça, si je comprends bien, ça voudrait dire que vous vous engageriez, après l'intervention d'un acteur spécialisé, à ce que ça coûte 500 €. C'est ça l'idée? alors, l'idée, ce serait ça. C'est-à-dire ça que serait ce qu'on est en train de révolutionnaire, mettre en place, c'est non seulement accompagner les entreprises pour qu'elles puissent respecter les éléments techniques qui permettent d'aboutir à ça. Ça, c'est le travail d'accompagnement. C'est aussi un travail de contrôle. C'est un projet, si je comprends bien, de garantie de facture de chauffage. Enfin, de chauffage. Alors, je vous l'annonce officiellement, c'est la première fois. Normalement, en septembre, Ah oui, c'est un on va scoop, pouvoir là, mettre merci. en place, pour les particuliers, avec les bailleurs, ce sera autre chose, mais dès septembre, on va pouvoir mettre en place un dispositif qui va permettre... alors, on espère que ce sera en septembre, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments techniques qui ne nous concernent pas, mais sur les questions financières qu'il faut traiter également. Mais l'idée, c'est de pouvoir garantir à un particulier qui veut faire des travaux, de lui dire, ben voilà, nous, on vous garantit que, au vu de votre maison, on vous garantit 500, 600 ou 700 €. Ça dépendra bien sûr des situations, on vous le garantit. Et, si jamais, et après, on va contrôler. C'est-à-dire que si après, au lieu de payer 600 € de chauffage, vous payez 700 €, eh bien, on vous paye la différence. Donc ça, c'est un programme qu'on est en train de mettre en place pour les particuliers. Ouais, c'est énorme, hein. Ouais, c'est une sacrée innovation pour le coup. Hein. Parallèlement, il y a d'autres points à traiter. Pour les particuliers, il y a l'enjeu du financement. Et là, je fais un appel notamment aux personnes de la région et puis à la CAL, on est en train de travailler là-dessus. Il faut qu'on trouve les moyens de régler les problématiques de financement. Mais et souvent les banques, par exemple, refusent les prêts. À partir du moment où vous arrivez, vous dites, nous, on a la garantie que la personne ne dépensera pas plus de 500 ou 600 ou 700 €, Ça change la donne auprès du banquier. facilite Bah oui. les décisions des banques. Et donc, il y a travaillé aussi avec les banques qui aujourd'hui ne font pas en tout cas, aujourd'hui s'engagent très peu, en particulier sur les S'il y a prêts des banquiers PTZ. dégourdis dans la salle, eh bien, ou qui regardent l'émission, eh bien, avis aux banquiers futés, parce que là, on ne parle pas de petits marchés, là, on parle vraiment d'un Et là, potentiel moi, je énorme. voudrais vraiment avoir un engagement et faire un appel à l'ensemble des banquiers pour voir quels sont ceux qui pourront s'engager réellement sur ces questions de financement. Ça. Et puis, je dirais que ça, c'est pour les particuliers. On a aussi les bailleurs sociaux, et là, on est dans le RBM. Il y a un enjeu à voir comment, là, c'est différent, on ne va pas forcément payer la différence, donc on est dans une démarche un peu différente. Mais l'idée aussi, c'est de voir comment on peut mettre en place ce dispositif de contrôle qualité qui existe déjà. Alors, c'est innovant dans la région. On a regardé ce qui se fait en France et à l'international. On a essayé de repérer les meilleures techniques. Tout l'enjeu est que le système de contrôle coûte le moins cher possible. Donc, on va mettre en place des dispositifs d'autocontrôle par les entreprises, d'agrément de formation sur place. Tout un dispositif assez complexe à mettre en place pour, au final, y compris pour les bailleurs sociaux, voir comment on peut progressivement mettre en place l'ensemble des acteurs et des entreprises qui travaillent pour les bailleurs sociaux pour qu'ils s'engagent dans cette démarche. Eh bien, écoutez, merci Victor. Je crois qu'on peut également vous applaudir, parce que là, il y a des informations très importantes. Alors, normalement, on a très peu de temps. On devrait pouvoir laisser la parole à nos invités. On laissera peut-être du networking après. Je vais quand même, évidemment, en conclusion de ces échanges, vous laisser un petit peu réagir sur ce qui vient d'être dit, votre regard, et puis peut-être, si c'est possible, en 2-3 minutes, comme ça, on respectera à peu près le temps qui nous est imparti. Alain, c'est à vous pour eh bien, le mot de conclusion. Merci. Bah, écoutez, les interventions de madame et de monsieur ont été très éclairantes et ont bien montré deux points importants. Le premier, c'est toute la place qu'ont les collectivités dans ce partenariat. Ce qui est requis pour réussir le renouveau du bassin minier sont des projets de territoire à bonne échelle. Donc, vous nous avez apporté le témoignage d'une agglomération qui a élaboré un projet de territoire, et un projet de territoire qui est bien inscrit dans cette perspective de renouveau dans l'ensemble de ces dimensions. Deuxième élément, c'est qu'au-delà de ces projets de territoire, ce sont des compétences juridiques, vous l'avez dit, des compétences techniques et des ressources pour que les collectivités affectent à cet effort. Et c'est bien la conjonction
de l'ensemble des efforts de tous les niveaux de collectivité qui vont permettre d'atteindre les ambitions de ce projet. Le deuxième témoignage nous a montré l'importance de l'ingénierie qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. L'objectif, c'est effectivement le facteur 4. On dit qu'il faut diviser par 4 les consommations, diviser par 4 les charges pour les ménages. On sait que c'est techniquement faisable. Le tout, c'est de réussir l'agencement de l'ensemble des interventions de tous les acteurs pour que le résultat soit là. Et ça nécessite beaucoup de travail d'ingénierie, de formation. Voilà, il faut tirer tout le monde vers le haut, vers les résultats. Et c'est très important d'avoir un acteur comme le CD2E, c'est une chance pour ce territoire, un acteur comme celui-ci qui permet de mettre en situation les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises et les particuliers d'aller vers les résultats que nous souhaitons tous atteindre. Eh bien, Alain Neveu, cette chaîne de valeur que vous venez d'évoquer, tous ces acteurs, vous les avez à quelques mètres, évidemment, vous êtes ici même dans la cale chez vous. Je vous incite évidemment à l'issue de cette émission eh bien, à peut-être à découvrir certains d'entre eux. Sylvie, Victor, merci également d'avoir participé à ce premier focus de la journée. Vous êtes également chez vous. Merci à vous d'avoir assisté nombreux à l'enregistrement de l'émission et à très bientôt. Eh bien, souhaitons-le sur le plateau de My Green City. Merci.